enregistrement. Ah, vous savez, dans le contexte, si jamais il y a un étudiant qui est trop visible, je le gomme, je remplace la visio par une question écrite, et comme ça on n'entend ni la voix et on ne voit non plus le visage de la personne parce que on ne sait jamais, une vidéo ça peut être capté. Alors moi je suis déjà assez médiatisé, j'en ai rien à faire, mais vous ça peut vous gêner et je me mets à votre place, ce n'est pas agréable de découvrir qu'on est quelque part alors qu'on ne l'a pas souhaité. Ah, voilà, je vous raconte encore tout le protocole nécessaire et il faut être prudent quand on enregistre des cours, hein, d'accord? Par contre, vous avez vu déjà que sur votre site web, c'est-à-dire votre espace numérique de travail, sur lequel je vais rebondir maintenant en faisant un partage d'écran. Alors là, maintenant, je ne vais pas me faire piéger, je vais faire un partage d'écran et non pas un partage d'application, parce que je me suis aperçu que si je partageais une application comme PowerPoint, et que je pensais pouvoir afficher autre chose que PowerPoint, eh ben, j'étais un peu marron. Hein. Ça ne s'est pas passé du tout comme je le pensais. Donc maintenant, je vais faire partage de contenu. Donc, je vais partager l'écran et non plus l'application. Donc, l'intégralité de l'écran partagée. Et voilà. Donc là, vous commencez déjà à voir eh bien, l'écran de mon partage. C'est normal qu'on voie tout ceci parce que le logiciel s'enregistre lui-même. C'est comme dans tous les logiciels. J'ouvre mon application ici, s'il veut bien. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais ouvrir ça. J'ai un petit problème d'application qui ne veut pas s'ouvrir. Si j'étais un peu malin, j'aurais su que je l'avais déjà ouverte. Donc, je vais me brancher sur mon... Alors, on va faire un petit tour sur le e-campus. D'ailleurs, je suis là, j'y étais déjà, donc ça, je le ferme. Tac, tac. Et je vais retrouver ici, là, le e-campus tel que je le souhaite. D'accord? Donc là, je reviens dans le truc, je partage l'écran tout de suite. Hein. Excusez-moi des difficultés à m'y retrouver. Alors, où c'est que j'ai mis mon application? Elle est là. Voilà. Donc cette fois-ci, je partage l'écran. Voilà. Ah bon, c'était déjà partagé. Donc allons-y. J'avais l'impression que c'était déjà partagé. Il faudrait peut-être que je sonde les étudiants pour savoir si c'est partagé. Donc une petite question. Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que c'est... oui. Et est-ce que l'écran est bien partagé? Est-ce que vous avez vu défiler mon bureau? L'écran n'est pas partagé, hein, d'accord. D'accord, l'écran n'est pas partagé. Donc ça ne va pas du tout. Donc là, j'annule le partage d'écran et je relance le partage d'écran. Donc là, j'y vais, partager. Votre écran est partagé. Alors, est-ce que là, l'écran est partagé? Non, oui, 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 oui. Donc tout va bien. Donc là, vous devez voir le fameux accès à votre espace e-campus. Je dis votre espace parce qu'il a été écrit dans ce sens. Donc là, vous rentrez dans L2 Biologie S4 comme d'habitude. Vous avez retrouvé l'option traitement analyse des données. Et puis là, ben, vous avez une petite page d'accueil. Comme j'ai déjà un ENT, je ne vais pas beaucoup le développer. Peut-être que je réfléchirai à y mettre quelques fichiers, mais ce n'est pas le but du jeu de doubler les choses, ça complique les choses. Et là, vous reconnaissez donc eh bien, tous nos cours collaboratifs, vous pouvez y refaire un tour, mais comme de toute façon, quand je clique sur séance 1, je vais voir effectivement les enregistrements bruts que j'ai faits, hein, y compris les premiers essais, mais comme je les ai déjà dans mon ENT, c'est même pas la peine de vous embêter. Par contre, vous allez voir de semaine en semaine, bah, séance 3, séance 4. Là, j'ai fait la séance 2 un peu tardivement, je l'avoue, mais dans les semaines qui vont suivre, vous allez avoir automatiquement la séance 3 qui va se mettre en place, etc., etc. Donc, plutôt que vous noyer dans les mails, je préfère vous dire que ce sera naturel de vous connecter avant le cours dans la séance qui concernera, puis ben, bien sûr, comme dans la séance 2, si je clique ici, vous faites rejoindre la session, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je voudrais savoir seulement, pour ceux qui ont un petit problème, dites-moi si certains
ont eu du mal à se connecter dans l'espace e-campus et s'ils se sont connectés avec le lien. Donc seulement cela, vous me répondez. Donc je vois que personne n'a eu de problème. Donc le lien, c'est pareil, c'est peut-être pas la peine que je l'envoie. On a assez de mails comme ça. Hein, donc maintenant, je sais qu'on se retrouve. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, ben, vous irez dans la section séance 3 la prochaine fois et vous rejoindrez à l'heure que vous voulez donc la chose. Alors je suis d'accord. Donc très bien, hein, parce que oui, comme ça vous évite de recevoir des mails, d'être sous la pression de tout ceci. C'est déjà assez lourd comme ça, ce que vous vivez, pour pas être encore sous la pression de mails, pour pouvoir se connecter, e-campus, etc. Vous savez que vous allez aller dans la classe virtuelle que j'ai créée pour vous, grâce à ce e-campus. Et vous savez que vous avez, en plus, alors là je vais l'ouvrir, vous avez votre site de biostatistique. Hein. Je l'ai appelé comme ça, je vais changer de nom, mais je ne sais pas encore si je vais l'appeler Data Science ou autre. Alors vous voyez qu'effectivement il est impressionnant, hein, ça impressionne tous ces onglets. Hein. Mais nous on va utiliser les deux premiers. Pourquoi j'ai fait un site comme ça? Parce que c'est un site généraliste et pour la mise à jour c'est un peu plus intéressant. Donc vous voyez, c'est même pas la peine d'aller voir les supports de cours. Je dirais même c'est obsolète. C'est des trucs que j'ai écrits il y a quelques années que je voudrais reprendre. Donc c'est pas très intéressant. Les projets oui. Les projets, on va en parler. On n'y est pas encore. On mettra du temps pour le préparer. On verra que l'onglet contrôle de connaissances sera fonctionnel très bientôt, que vous aurez le contrôle examen à distance aussi fonctionnel pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai proposé comme examen l'année dernière à distance. Je vous mettrai aussi quelques corrections, hein, d'accord. Il y a un onglet data science. Malheureusement, il est en jachère, donc il y a des choses qui sont fonctionnelles, d'autres qui pointent sur n'importe quoi. C'est quelque chose que je suis en train de mettre en place pour l'option que je vais ouvrir en septembre. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je vous demande de savoir sur les data science. C'est déjà un peu plus costaud que ce que je vous demande de savoir. Pour les bases de données, c'est un petit peu différent. J'ai laissé tous mes cours de bases de données. Parce que s'il y a des gens qui veulent s'initier aux bases de données par eux-mêmes, eh ben vous avez déjà un site d'apprentissage. Mais je suis en train de faire un site d'auto-formation en stats aussi. Il n'est pas encore prêt. Hein, c'est des choses qui sont. Je suis en train de faire un site d'auto-formation en base de données aussi, y compris en PHP MySQL, c'est-à-dire des bases assez performantes. Tout ça, c'est en jachère, ce n'est pas fonctionnel et les liens sont là juste pour faire joli, on va dire. Hein, d'accord. Donc les deux vrais qui marchent vraiment, c'est Espace L2, S4. Et vous voyez que là, il y a séance 1, bientôt il va y avoir séance 2. D'ailleurs, on va en parler très rapidement. Et puis, les fameux défis du L2 que je vais vous présenter et que je ne vous ai pas présenté. D'accord? Et puis, il y a un onglet « Je vous recommande ». Dans l'onglet « Je vous recommande », vous avez quelques sites ou chaînes, parce que je suis YouTuber, oui, vous le savez, vous avez dû le voir en regardant mes vidéos. Je suis animateur de la chaîne Biostatistique, mais pas que. Je suis aussi en train de monter une chaîne d'enzymologie qui a quelques vidéos et je vais rajouter des éléments de biologie structurale, comme par exemple comment utiliser le logiciel PyMol pour faire des applications en tout venant pour les étudiants, comment ouvrir un fichier, colorer la protéine d'une certaine façon, mettre en valeur certains résidus, afficher un site actif, etc., etc. Ça vous intéresserait ça? Tiens, juste un petit sondage. La biochimie, l'enzymologie. Ah ben dis donc, il y en a déjà deux qui ont dit oui. D'accord. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et donc en enzymo, je vous conseille de voir sur ma chaîne, soit sur ma chaîne biostatistique, soit sur la chaîne enzymologie, que je crois que je l'ai appelée Zymenzyme, que je vais vous communiquer. Mes vidéos sur l'enzymo, je pense qu'elles vous seront très utiles en début de parcours. Après, moi je suis enzymologiste, je peux faire des vidéos plus compliquées, comme par exemple des vidéos qui expliquent les équations de vitesse, notamment les équations de vitesse en cas d'inhibition compétitive, incompétitive et non compétitive. Ça, pour moi, c'est du tout venant, hein. Mais pour vous, c'est compliqué. Mais j'ai une façon de l'expliquer et j'ai des façons de les amener à calculer. Ça peut vous intéresser, je ne sais pas. Ça vous intéresserait, ça? Les calculs?
Voilà. Il y en a quelques-uns qui répondent oui, ça je sens. Je sens tout de suite que la classe est partagée entre biochimistes et biologistes cellulaires, c'est évident. Voilà, entre autres, et écologistes environnement. Donc, je reparlerai de votre orientation. Je reviens à ce que je disais. Oui, oui, équation de Michaelis-Mentens, évidemment, l'état stationnaire, pourquoi ça s'appelle état stationnaire, comment on présente ça, toute la présentation de la chaîne. Déjà, je le présente dans mes vidéos, hein, allez regarder Yanis et Juliane, Iliana, Héloïse, je vais être obligé de mettre mes lunettes, hein, Flavie, Otalia, Claire, Cléa, et Aliénor, si je n'oublie pas, tous ceux qui m'ont répondu, et il y en a d'autres. Allez voir, allez faire un tour sur mes 3 vidéos d'enzymologie. Il y en a une qui s'appelle Enzymologie généralité, l'autre qui s'appelle les types d'inhibiteurs, et la troisième qui travaille sur les inhibiteurs compétitifs. Alors, vous verrez que mes vidéos sont parfois associées à la complicité d'une jeune étudiante à qui j'ai donné les textes à réciter en quelque sorte et qui m'a permis de faire une sorte de ping-pong intéressant entre une personne étudiante, un professeur, une personne jeune, une personne âgée comme moi, etc. Enfin, je ne suis pas âgé, mais je veux dire senior. Donc, ça donne un rythme qui est sympathique et qui permet à la vidéo de tenir la route. En général, elle a bonne presse, je trouve. Bon, alors, pour revenir à ce que je disais, c'est que comme vous le savez, je suis donc dans j'espère que l'écran est toujours partagé, hein. Je suis dans les recommandations. Eh bien, en tant que YouTuber scientifique, je fourre mon nez aussi dans des chaînes qui valent le coup. Et là, je vais mettre ça à jour. Et je vous recommande vraiment la statistique expliquée à mon chat, hein. C'est vraiment une chaîne qui vaut le détour et comme je l'ai mis ici, certains vous la connaissent. Donc ça, c'est dans l'onglet « Je vous recommande ». La chaîne Y penser, même s'il commence à faire de la science-fiction avec des romans et tout, etc. C'est un écrivain, moi aussi je suis écrivain, donc je le comprends aussi. La chaîne a vraiment, vraiment des bonnes explications scientifiques, notamment en physique, mais pas seulement. Il y a aussi des éléments en biologie. Micmac, alors là, c'est pour ceux qui adorent les maths, et lui, c'est un extraterrestre, ce garçon. Il a une trentaine d'années et c'est quelqu'un d'extraordinaire dans ce qui est l'explication des mathématiques. Risque alpha, c'est encore une personne qui a une bonne trentaine d'années et lui, il est spécialiste en épidémiologie. Il ne fait que ça. Et donc, il est très bon communicant. Il fait des vidéos en général d'1 heure, alors que Micmac, c'est plutôt des vidéos de 10, 15, 20, 30 minutes et qui sont dédiées à tout l'émerveillement qu'on peut avoir de la relation entre les mathématiques et les phénomènes naturels notamment. Oui, alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Il fait des livres, bien sûr, je l'ai son livre, je l'ai quelque part, où c'est que je l'ai mis son livre, Y penser. Y penser, où c'est que je l'ai mis? Ah ben, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis quelque part, je vous le ferai voir. Oui, 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 il a eu un grand, grand succès parce que c'est un communicateur, un vulgarisateur. Il a vraiment fait des livres, Claire, tu as entièrement raison. Bien, alors après, vous avez des vidéos. Ah ben, là, les vidéos d'enzymologie. Ben, je ne les avais pas vues ici. Donc, vous pouvez retrouver. Donc, si je clique là-dessus, par exemple, alors là, c'est mon collègue Boris, c'est mon ami. Il a fait une excellente vidéo sur l'électrophorèse SDS page. Là, j'en ai une autre sur l'enzymologie, hein, donc vous cliquerez dessus, vous me direz ce que vous en pensez quand ça sera le temps. Et pour l'instant, donc j'en suis à présenter le site, je ne suis pas là pour vous faire la publicité de telle ou telle vidéo. C'est juste pour vous dire que vous avez ici, pour ceux que ça intéresse, des éléments qui valent le détour. Ah oui, il est super, vous pouvez dire, parce que en fait, je l'ai vraiment travaillé et il va être encore plus travaillé. Et vous allez voir qu'au cours du temps, votre espace L2, S4 et votre défi L2 va s'agrémenter de choses. Et si vous prenez le temps de tout lire ce que je mets là, les titres, les sous-titres et tout, ben vous avez l'organisation de nos séances en cours. C'est-à-dire que moi, vous avez vu, je ne fonctionne pas avec grand 1, petit 1, petit A. C'est dépassé, on y va en compétences et en capsules de savoir. Alors les capsules de savoir, vous allez voir aujourd'hui, elles sont assez costauds, on a un gros programme.
Alors, je vais tricher un peu, je vais afficher un peu ce qui va vous attendre tout à l'heure, hein. Donc, vous voyez, j'ai rajouté des éléments pour vous tout à l'heure, comme par exemple le diaporama complet sur l'analyse des données qu'on va continuer. C'est-à-dire que je m'étais arrêté ici, je crois. Eh ben, il va continuer. Donc, vous voyez, je vais l'afficher complètement. Qu'est-ce qu'il y aura aussi? Ben, si on, voilà, je vais tricher complètement et je vais vous faire voir ce qui vous attendra ce soir, hein. Donc ce soir, vous aurez effectivement quelque chose de plus complet, mais il ne faut pas avoir peur, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir tous ces fichiers. Alors, ne paniquez pas, surtout, laissez-moi le temps de vous présenter. Vous reconnaissez la séance 1 avec le fichier, les data science, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? J'espère que vous avez eu le temps de la visionner. Je ferai le sondage après, ne répondez pas. Ne répondez pas. Le type des variables, idem. Ensuite, le fiche résumé sur le type de variable, on va en parler. Si je clique dessus, vous voyez que c'est assez sympa. Moi, je présente toujours mes fiches en une page, 2 maximal. Vous avez vu les codes couleurs, le classement. Si vous aviez eu ça, je pense, dans vos études en L1, ça vous aurait déjà intéressé. Vous avez vu que je remets les noms des entités qu'on manipule en stats avec leur vrai vocabulaire, c'est-à-dire nominal, ordinal, discrète, continue, et j'ai inventé eh bien, un outil mémotechnique qui correspond à ce qu'on associe à chacune des variables, c'est-à-dire qualifier pour nominal, on ne peut pas faire mieux, classer pour ordinal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà du classement, compter pour discrète, c'est pas la peine d'espérer faire une mesure, et mesurer pour continu, ben oui, ben une mesure c'est avec des virgules, d'accord, donc ça vous évoque le fait que vous manipulez des données dans un espace qui va être rapporté, par exemple, à un intervalle ouvert ou fermé, ça c'est autre chose, je vous en reparlerai. Alors, il faudra me faire penser au cas spécial du zéro, hein, qui nous fait distinguer les mesures d'échelle et les ratios, ok? Ça, c'est très important que vous ayez ce vocabulaire en tête, parce que mon but, c'est de faire en sorte que vous vous sentiez moins désarmé face à toute cette bande de prétentieux qui manipulent un vocabulaire qui vous largue. Et dès la deuxième ou la troisième séance, on va commencer à être un petit peu sarcastique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez piéger vos profs de stats. C'est marrant ça, non? Ça vous amuserait, ça, de piéger vos profs de stats? C'est-à-dire que vous allez poser la question de savoir s'ils savent faire que ce que vous savez faire et que je vais vous apprendre. Et vous allez être surpris des réponses. Je vous dis que ça. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment un fleuve entre la théorie et la pratique. Et que les gens qui se gavent de théorie, ben on n'en veut pas en entreprise, on n'en veut pas en recherche, parce qu'ils ne sont pas, on va dire, opérationnels, vous comprenez? Et moi, ce que je cherche à faire de vous, c'est des opérationnels. C'est-à-dire des gens qui savent de quoi ils parlent et qui n'ont pas besoin d'aller fouiller dans la mathématique profonde pour pouvoir faire de la biologie moderne, qu'il s'agisse d'environnement écologie, je le mets en premier, qu'il s'agisse d'enzymologie, qu'il s'agisse de biochimie, qu'il s'agisse de chimie fine biomédicale, qu'il s'agisse de médecine, qu'il s'agisse d'épidémiologie ou encore de biologie cellulaire et de tous les éléments que j'ai oubliés, parce qu'il y en a tellement. Et vous pouvez intégrer la bioinformatique dedans, mais je dirais 2 mots de la bioinformatique pour ceux qui voudraient s'y précipiter trop vite, hein, et 2 mots aussi de la biostatistique pour ceux qui voudraient s'y précipiter trop vite. Il faut savoir de quoi on parle et qu'est-ce que c'est et quel est derrière ce mot toutes les choses qui sont cachées. Je suis là pour ça, profitez-en. Bon, alors vous voyez qu'effectivement, pour chacune des catégories de variables, hein, eh bien, il y a un schéma qui est associé. Vous allez faire un diagramme en secteur pour les nominales, pas pour les continus. Vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà vu des diagrammes en secteur pour les continus. Oui, parce que vous allez apprendre à discrétiser une variable continue en variable qualitative. Oh là là, ces fameux intervalles, vous savez, les classes. Donc on peut faire des classes, et dans ce cas-là, votre continu se transforme en ordinal ou en nominal ou en semi-quantitative. Je vous reparlerai de tout ça. Ce n'est pas pour l'instant mon propos, mais sachez que les stats, ça peut se présenter facilement comme ça, et puis ben, si on cherche à effectivement aller un peu plus loin, il y a quelques connaissances et quelques flèches qu'il faudrait rajouter dans cet ensemble pour être parfait.
Alors, les flèches à rajouter, je le dis tout de suite, c'est le cas du zéro dans les variables continues, et seulement dans les variables continues. C'est les échelles de Likert dans les variables ordinales, et seulement dans les variables ordinales. C'est la représentation numérique des nominales, mais en gardant le côté qualifiant, c'est-à-dire qualitative. Bon, ça, on pourra l'expliquer. Certains logiciels comme SPSS souhaitent que, par exemple, les femmes soient codées 1 et les hommes 2. Vous avez vu, hein, les filles, j'ai pas mis 1 les hommes et 2 les filles. Hein, il faut changer de temps en temps, hein, puisque la Sécu sociale vous a mis en 2. Hein. Ensuite, je vous expliquerai d'où ça vient tout ça. Ensuite, eh bien, ce qui manque, c'est la discrétisation des variables continues, donc une flèche qui va aller de continu vers nominal ou continu vers ordinal. Et ce qui manque, bien sûr, pour terminer, c'est les intervalles d'échelle et les variables de type ratio. Et là, vous avez le complet. Alors, vous avez vu que j'ai mis quelques éléments importants. Alors, je continue sur les types de... Mais tout ça, vous le savez, hein, je vous le rappelle, c'est tout. Hein, mais vous le voyez noir sur blanc et peut-être que ça vous fait du bien. C'est-à-dire, les ordinales, c'est un diagramme en tuyau d'orgue. Ce n'est pas un histogramme, ça y ressemble. C'est un diagramme en tuyau d'orgue. Les aires ne sont pas jointives, on est bien d'accord. Ici, vous pouvez faire d'ailleurs ça aussi pour les nominales. Vous pouvez faire un diagramme en tuyau d'orgue. Les aires ne sont pas jointives. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Là, vous pouvez en général le mettre dans l'ordre croissant. C'est plus sympa, mais ce n'est pas une obligation. Enfin, pour les discrètes, il s'agit d'un diagramme en bâton. Là, il n'y a pas de raison que les bâtons se touchent, et ce n'est pas un histogramme. Donc faites la chasse aux mauvais profs qui vous font représenter une distribution de poissons ou binomiale par un histogramme. Quelle horreur! Il faut se battre contre les idées fausses. Hein. Puis ensuite, ce que vous avez l'habitude souvent de manipuler, c'est les histogrammes dans les variables continues. C'est normal, c'est tout à fait adapté. Vous n'avez pas à faire un camembert pour une variable continue. Et vous parlez de densité de probabilité. Donc vous faites des courbes à densité de probabilité. Vous en connaissez une par cœur, c'est la loi normale. Et justement, associons quelques lois de probabilité. Loi normale pour les continus, c'est la loi naturelle qu'on a l'impression qu'on attend de rencontrer dans, allez, on va dire, la plupart des cas. Je ne peux pas vous chiffrer, ça n'a pas de sens de dire c'est dans 75% des cas, mais dans les exercices de stats, ça va être à 90% des cas. On regardera ce qui se passera dans les autres cas. Donc vous allez faire des tests sur la loi normale, on va apprendre à le faire. Vous allez faire Kolmogorov-Smirnov, vous allez faire Shapiro-Wilk, vous allez faire Lilifort avec moi, mais un clic de souris, vous vous souvenez, hein. On n'est pas là pour vous expliquer la théorie, mais vous allez avoir tout le contexte qui va vous être expliqué. Et là encore, vous allez pouvoir piéger vos profs, ça m'amuse d'avance. Là, vous allez en savoir plus que certains profs, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Loi binomiale, loi de Poisson pour les lois discrètes, ce n'est pas les seules, hein, ce n'est pas les seules lois, on est bien d'accord, mais l'immense majorité de ce que vous avez rencontré, c'est binomial. Rappelez-vous que la loi de Poisson, c'est celle qui gère les événements rares. Enfin, pour une ordinale, on a des fréquences de modalité qui vont être considérées tout comme une nominale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi de probabilité universelle, il y a des lois de probabilité particulières pour chacun des cas rencontrés. OK ? Bon, alors faisons maintenant un petit tour en rouge. Vous avez vu que c'est intéressant les codes couleurs, comme ça on peut distinguer, eh bien ici, ceux à quoi est destinée la variable, à représenter des variables qui sont qualifiables, là ici classables, comptables et mesurables. Là, le type de schéma qu'on va être amené à réaliser pour travailler avec ces variables. Enfin, ici, vous avez les lois de probabilité, soit individuelles, soit universelles, que vous allez rencontrer très souvent dans votre cas. Et enfin, les tests statistiques les plus souvent invoqué quand on rencontre des nominales. Le test du qui 2, évidemment, on fait un qui 2 avec deux variables nominales, hein, mais on fait aussi ça avec les ordinales. Et vous allez voir que le test de Mann-Whitney va s'inviter pour les variables ordinales, alors qu'on ne peut pas utiliser le test du student. Ici, pour les discrètes, on a un vaste choix. On a qui 2, le test Z que vous connaissez bien, qui va ramener les discrètes à des proportions. Et on va prendre le test Z sur la loi normale centrée réduite. Tout ça, on l'expliquera, peut-être dès aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi? Je n'ai pas dit le détail mathématique, mais la synthèse graphique.
Ensuite, le test de Mann-Whitney, encore une fois. Et puis, enfin, encore une fois, qui s'invite dans le lot des tests les plus souvent rencontrés quand on travaille sur des lois discrètes. Et enfin, loi continue, student, test Z, test de Mann-Whitney. Mais pas seulement. Par exemple, j'ai oublié de mettre ici l'ANOVA, mais je l'ai fait exprès pour pas que vous noyiez dans l'ensemble des, on va dire, des variables à considérer. Parce que pour ANOVA, c'est du bivariable avec une continue et une nominale. Donc, ça compliquerait un peu le choix. Par contre, j'aurais pu mettre le test sur les coefficients de corrélation, soit de Pearson, soit de Spearman, et puis j'aurais pu compléter par la régression linéaire simple. Mais je n'ai pas envie de compliquer le schéma. Je vous ai mis ce que vous avez l'habitude de rencontrer en licence, vous comprenez? Même si dans d'autres universités, la licence va un peu plus loin dans les connaissances. Si vous connaissez déjà tout ça, je ne vais pas m'en plaindre. Eh bien, figurez-vous qu'avec moi, vous allez en savoir encore plus. D'accord? Donc ici, vous avez une vue d'ensemble de la chose. Hein. Donc, ne pas s'inquiéter, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable. Et vous voyez tout ce qu'on peut faire dire à un schéma d'une page. Alors, je fais mon petit sondage. Ça vous a intéressé ou vous le saviez déjà? Exprimez-vous. Hein. Donc, revoyez, voilà, revoyez bien ça, revoyez bien ma vidéo. Si je fais des vidéos pendant que je lis vos réponses, je vous parle. Hein. Si je merci beaucoup, c'est très gentil. Si je fais des vidéos, c'est parce qu'on peut les stopper, on peut les revoir. C'est beaucoup plus performant que du blabla d'un prof. Oui, le schéma, je te remercie et je vais le compléter. Et je suis tout à fait friand de vos remarques et de vos suggestions. Les étudiants ont plein d'idées pour pouvoir faire des schémas encore plus performants, plus complets, complémentaires. Mais vous voyez, vous avez ça sous les yeux pendant un TD. Alors, qu'est-ce que je conseille à mes étudiants? Revenons sur la présentation. Eh bien, ça, vous l'imprimez, non pas en une page entière, ça va vous gâcher du papier, hein, mais vous l'imprimez en format une page sur 8 ou 8 pages sur une, pardon. Ça va vous faire une petite fiche que vous pouvez rouler autour d'un crayon. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pendant les TD, il n'est pas interdit d'avoir quelque chose sous les yeux. Vos TD de stats, eh ben, vous avez ça en pense-bête, en anti-sèche, d'accord? Et puis, moi, j'espère que quand vous allez passer l'examen, mon examen, alors là, il faut que je vous regarde eyes to eyes. Donc là, je vais refaire partager l'écran. Donc, la webcam. Hop. Parce que vous avez peut-être besoin de le voir. Voilà. Donc, eyes to eyes. Vous avez le droit à tous les documents, alors eyes to eyes, c'est-à-dire sans lunettes peut-être, à tous les documents le jour de l'examen. Venez avec des anti-sèches, c'est-à-dire mon examen. Venez avec ce que vous voulez. Les anti-sèches, c'est pas mal, hein, parce qu'on a des petits bouts de papier comme ça qui traînent, on les organise. Voilà, on a des petites machins, des petits, comment ça s'appelle, pense-bêtes, là, et tout, etc. Donc, venez avec ça et je vous incite à faire vos premiers anti-sèches avec mes petites fiches de synthèse. Alors, vous considérez une page de papier que vous divisez en 4, puis ensuite encore en 2, ça vous fait une anti-sèche qui tient comme ça. Vous voyez, ça c'est la figure d'India en gros. Ok? Vous avez déjà de quoi faire pas mal. Donc, une feuille de papier représente 8 fiches en potentiel. C'est pas mal. Donc, essayez de faire ça, de faire votre propre PowerPoint avec les trucs que je fais, des trucs essentiels dont vous avez besoin. Vous faites une anti-sèche. Et avec l'équivalent du volume ou de la surface d'une feuille de papier, vous avez 8 anti-sèches. Je recommence. Ça vous va, ça? Je prends la température de la classe, hein, je suis chiant. Ça vous va, tout ça, les coups des anti-sèches? Ok. Très bien. Donc, je vais en faire plein des anti-sèches, si ça vous va. J'appellerais ça des fiches, quoi. Oui, ça change, je sais. Alors, faites attention, hein, je suis vraiment, vous l'avez vu, un petit peu à contre-courant de ce qui se pratique dans votre licence. Je suis un petit peu un prof à part. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en option, parce que je dérangerais trop si je vous prenais en charge. Moi, j'ai proposé l'année dernière de vous prendre en charge en stats, c'est-à-dire de remplacer l'équipe actuelle. Et ça m'a été refusé parce que je révolutionnerais trop les choses, vous voyez. Donc, je m'occupe de mes étudiants. Oui, je sais. Moi aussi, ça me peine, mais je vais rencontrer la vice-présidente de l'université. On va discuter ensemble là, bientôt. On va mettre les points sur les i. Voilà.
Mais effectivement, il y a tout un tas de profs, et je suis désolé de vous dire la vérité, hein, qui mettent des petits jeunes en TD, qui savent pas de quoi ils parlent, parce qu'il faut faire du volume, voilà, ça rentre dans un CV, et tout, etc. Et on pense pas du tout aux étudiants. Et voilà, on fait des interros, il y a 3 de moyenne ou 10 de moyenne maximum. Quand je dis 10, c'est même pas vrai. Il y a 7 de moyenne pour la classe. C'est pas normal d'avoir 7 de moyenne en stats, c'est pas normal. Et donc, moi, je me bats contre ça. Vous verrez votre moyenne, vous, ça, je préfère même pas vous le dire, hein. Si vous êtes comme les autres étudiants, moi, je rase les murs parce que je dis, oh, pourquoi ils ont tant de bonnes notes? Voilà, c'est peut-être que le prof est bon. Allez, on arrête l'humour parce que je suis un peu sarcastique et on revient à notre séance de présentation. Donc ça, je vous demande de le savoir bien. Alors, j'avais pensé à un truc, c'est mettre sur le site un cube, comment découper un cube et le coller, hein, pour ceux qui auraient oublié. Et puis, vous faites un cube en carton ou en papier, hein, et puis vous collez ces petits trucs avec du scotch sur votre cube, et puis de temps en temps, bah, vous le tournez, comme ça vous avez une fiche par jour à regarder ou à revoir. Vous pouvez faire la même chose en biologie, en biocell, en éco, en ce que vous voulez. Et ça, c'est sympa d'avoir des petits cubes comme ça de révision avec les fiches principales. Et encore plus élaboré, c'est que vous glissez vos fiches dans des films que vous avez préparés avec du scotch. Donc, vous faites glisser des fiches pour faire avec le même cube des trucs de révision. C'est pas mal ça, hein, vous avez vu? Un peu comme on fait pour les photos, on faisait dans les photos dans les années 80, pour les photos papier, vous savez, des trucs vintage. Mais c'est très amusant ça. On trouve encore ces objets vintage un peu dans certains magasins. Bien. Donc ça, je vous demande de le connaître, hein. Eh ben, par exemple, oui, Quizlet, c'est pratique aussi, oui. Quizlet, pardon, j'avais lu Quizlet. Oui, oui, ben, tu nous mettras au parfum, Stélina. C'est quoi Quizlet? Je sais pas. C'est un site, c'est ça? C'est une appli? Une appli téléphone? Bon, ok. Je sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, oui, je t'entends. C'est quoi Quizlet? Raconte-nous, là, Stélina. C'est un site, enfin ça fait aussi sur appli, mais on peut faire du coup des flashcards avec par exemple d'un côté il y a par exemple un mot et de l'autre côté un autre, une notion, une définition, des choses comme ça, et on peut du coup Ah, projet, il y a plusieurs modes pour les apprendre avec des jeux, il y a enfin pour apprendre les cartes du coup. On fait le ah, même. bien. Bien, bien. Bah, moi, vous savez, j'ai inventé un jeu en stats. Et dans tous les, bon, je vous expliquerai. J'ai donc fait une map de jeu, hein, une carte de jeu, pour faire des révisions avec différents parcours. Ça devrait vous amuser. Je vous en parlerai peut-être en 5e séance parce qu'on peut peut-être le mettre en pratique et ça peut faire l'objet d'un projet, hein, parce que j'aime bien associer mes étudiants à des projets. J'ai aussi fait des jeux sérieux, c'est-à-dire des vraies enquêtes, hein, avec un vrai logiciel qui vaut la peau des fesses, hein, que je me suis fait prêter par l'éditeur. J'ai fait aussi là vous allez voir les premiers jeux, hein, et tout ça, moi je suis assez jeu sérieux. Bien sûr, ces jeux rapportent des points, hein, c'est pas pour le fun qu'on fait ça seulement. C'est par, on va dire, le challenge qu'on arrive à se former. J'y crois vachement moi à ça, et puis on passe un bon temps, on s'amuse, on oublie. Et donc là, les jeux vont prendre de plus en plus d'importance ici. Malheureusement, je vous dis la vérité, ces jeux, je sais les faire marcher en classe, il n'y a aucun problème, j'ai de l'expérience. À distance, c'est la première année que je fais ça, puisque, comme vous le savez, le premier confinement a eu lieu en mars, donc j'ai eu le temps de finir l'année avec mes étudiants de licence, sauf que le jour du confinement, bam, c'était le jour de l'examen, donc j'ai pu faire un examen à distance, évidemment, après, mais à part ça, j'ai pas l'expérience de faire tourner des jeux à distance, sachant que j'ai commencé à faire des jeux sur YouTube, c'est-à-dire que j'ai enregistré un premier jeu et que je vais en enregistrer deux prochainement, ils sont prêts. Mais proposer un jeu sur YouTube, c'est pas pareil que proposer un jeu dans une classe virtuelle. C'est-à-dire que là, il va falloir que je vous sépare en groupe, c'est trop de temps. Donc je vais vous expliquer à quoi j'ai pensé. On va lever le côté anonymat parce que moi, les personnes, je vous le dis en gros, hein, dans les jeux que je proposais, donc il y avait un affichage d'une dia où il y avait le contexte du jeu.
Et dans mes jeux, il n'y a pas une réponse type, hein. Il y a multiples réponses possibles, multiples stratégies, et même le prof, des fois, peut se faire ce que j'appelle couillonner, hein, par l'étudiant, et la réponse de l'étudiant, parce qu'il n'y va pas penser. Alors à ce moment-là, il y a un super bonus qui se rajoute à l'étudiant. À chaque fois que vous couillonnez le prof, il y a un super bonus. Ça vous motive, ça? Mais je vous le dis une chose, hein, c'est pas possible de me couillonner. Je vous mets au défi. En fait, c'est pas vrai. Vous pourrez me couillonner quand même une fois ou deux, hein, faut pas déconner. Est-ce que vous croyez que les profs sont des dieux et sont incouillonnables? Bon, il va y avoir plein de challenges comme ça. Donc, la personne qui peut couillonner ou le groupe qui peut couillonner le prof, il a des points bonus. Parce que ça sert au prof. Il se dit, ah, je croyais tout savoir. Mais le prof, il n'est pas omniscient, hein, d'accord? Bon, alors, je reviens à ce que je disais sur les jeux. Donc là, j'étais en classe, j'avais une enveloppe pour recevoir les réponses anonymes. Pas tant anonymes, puisqu'il y avait un pseudo. Genre, qu'est-ce que je vais deviner que Y772 Petite Fleur va ressembler à une personne que je connais? Non. Donc, cette personne-là, elle me met ses réponses, je corrige le jeu, et en fonction de sa perception de savoir si elle a plus ou moins bien répondu, cette personne-là m'envoyait un email, c'est moi, Y772 Petite Fleur, et je mettais les points. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est nous trois qui avions ce pseudo et je mettais les points. Ce qui permettait à l'étudiant ou au groupe d'étudiants d'être totalement libre de toute arrière-pensée, de sortir ce qu'ils veulent. Mais là, on ne va pas pouvoir, hein, je vous le dis en avance, faire les jeux de façon anonyme, sinon on ne va pas s'en sortir. Et moi, ce que je vous propose, c'est faites-moi confiance, vous m'envoyez un email, dans ce email, vous mettez vos réponses, et puis si, bon, je le lis, hein, si vous, après la correction, puisque l'email sert de preuve hein, de ce que vous avez fait, si après la correction, vous voulez confirmer vos points, vous me le dites. Sinon, vous me dites je préfère pas. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fous le email à la poubelle. On n'en parle plus. D'accord? Et personne ne sait ce que vous avez répondu, puisque je suis le seul juge. D'accord? Vous êtes libre. Ça vous va, ça? Allez, je veux toutes les réponses là. C'est très important. S'il y a un nom, voilà. Donc pas d'anonymat, mais garantie de secret professionnel par votre prof. Donc là, on va commencer un jeu aujourd'hui. Yes. Vous allez m'envoyer des emails. Vous connaissez. Je n'ai pas pu entendre correctement ma connexion. Alors, Stélina, je répète. D'habitude, je fais des jeux avec réception de fiches sur pseudo que je mets dans une enveloppe comme dans des votes. Hein. Moi, je ne vois pas qui a envoyé la réponse. La réponse tient en général en quelques lignes hein, avec moi, vous allez voir. Hein, je ne demande pas des trucs compliqués. Et d'ailleurs, je vous apprends la synthèse, c'est-à-dire essayer d'exprimer clairement et simplement les choses. Et en fonction de la correction que je donne ensuite du jeu, parce que je la donne dans la foulée ou la semaine suivante, ou dans la séance suivante, eh bien, les personnes sentent si elles ont plus ou moins bien répondu. Si on va avoir la moitié des points, c'est déjà intéressant, ou un quart. Alors, en général, moi, mes jeux sont notés sur un point. Mais rappelez-vous, hein, vous cumulez les points et à la fin de l'année, vous allez avoir 20 sur 20. Ça m'énerve, ça. Il y en a qui ont 20 sur 20. Donc, un point. Si c'est assez bien répondu, je ne cherche pas la perfection, assez bien répondu. Si c'est bien répondu, bon, ça va peut-être faire 3/4 de point. Si c'est moyen, c'est un demi-point. Et s'il y a un élément de réponse, c'est mieux que rien. Il y a 1/4 de point. Ça vous va? Et ça, les gens, voilà. Et ça, les gens sont crédités de quelque chose. Par contre, si c'est zéro, c'est zéro, parce qu'il y a du hors-sujet. Ça existe. C'est formateur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est par l'erreur que vous allez vous formater. Et qu'est-ce que vous allez vous rappeler dans votre vie que vous avez eu, par exemple, 12 sur 20 avec moi, ou 20 sur 20 avec moi, ou je sais pas quoi. 12, ça doit être la plus petite note. Mince. J'ai trahi un secret, là. Je suis désolé. Vous allez plus être motivé. Donc, vous allez vous en foutre. Ce qui compte, c'est que vous en souvenez dans votre vie. Dans certaines situations, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai que le père rigolait, dans ce cas-là, il m'avait dit de réfléchir comme ça, patati patata. Je vais pas tomber dans le piège. Il m'a dit de bien mettre en contexte les choses, de bien identifier les trucs avant de me précipiter. Et rappelez-vous de la fable du lièvre et de la tortue. Eh bien, c'est pas honteux d'être une tortue parce que il faut prendre le temps de faire les choses. Et moi, vous savez, je découvre depuis peu la relaxation et la méditation, surtout la méditation. Alors,
c'est une autre chose. Et il faut prendre le temps de perdre quelques minutes de sa vie à réfléchir. Ok? Donc, pour ceux qui voudraient voir ce que c'est que la méditation, allez faire un tour sur votre site préféré qui va vous expliquer ça. Ça peut vous être très bénéfique dans notre contexte. Fin de la parenthèse. Donc, les jeux, on va les commencer. Et pour être complet, malheureusement, cette année, il n'y aura pas un anonymat total. Ce qui soulage tout le monde, hein, même le prof, c'est-à-dire que dire oh ils sont nuls ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, 0 ça m'énerve. Bon ben de toute façon 0 ça veut dire qu'il n'y a pas de points. On va pas compter des points avec 0, donc il n'y a pas de points, c'est tout. Moi il n'y a que des points positifs, hein, il n'y a pas de points négatifs. Voilà. Et donc y compris à l'examen, pas de points négatifs. J'ai toujours fait ça toute ma vie. C'est quoi les points négatifs? C'est n'importe quoi. Ça peut être envisageable, si vous voulez, dans des QCM compliqués où on essaie d'évaluer le niveau d'un étudiant pour avoir un... Mais pas pour donner une note de fin de parcours. Donc, il y a des points positifs. Il y a soit 0, soit plus quelque chose. Mais moins quelque chose, c'est du n'importe quoi. Ça doit correspondre à des visions antédiluviennes de certains profs qui se croyaient élitistes en mettant les couilles les plus abominables aux étudiants. Voilà. Alors revenons à ce que je disais, donc il n'y aura pas d'anonymat vis-à-vis de moi. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'un tel ou un tel m'ait répondu ça ou ça? Ce qui m'intéresse, c'est de remplir le fichier avec la justification ou du moins la récompense que les étudiants méritent. C'est pas d'aller chercher qui a fait quoi. On fera le bilan à la fin de l'année. Et n'oubliez pas que c'est par l'erreur que vous allez pouvoir vous former. Donc il va y avoir un défi aujourd'hui. Il va y avoir un jeu aujourd'hui, il va y avoir, bien sûr, apprentissage de connaissances, il faut bien, hein. Et puis toutes ces généralités, excusez-moi, je suis obligé de vous les pondre parce que personne ne vous le dit et c'est important que vous ayez le contexte, sinon vous allez être complètement perdu, vous allez me dire, mais où vous allez? Donc voilà. Donc vous m'enverrez un mail dès aujourd'hui en fonction du jeu. Attention, le défi que je vais vous donner, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en valeur toute votre vie. C'est-à-dire que c'est des connaissances importantes qui sont dans un contexte d'actualité qui va vous intéresser. Je ne parle pas de ce qui s'est passé hier aux États-Unis, hein. Je parle d'une actualité que nous vivons tous, donc vous avez sûrement deviné. Et s'il y a un prof qui sait y répondre, ça m'intéresserait, parce que vous allez pouvoir les couillonner là. Monsieur, vous pourriez me dire, ou madame, comment on calcule c'est pas le moment, c'est pas la question. Qu'est-ce que j'ai horreur de ce genre de réponse. Mais c'est comme ça. On devrait pouvoir faire des séances libres où les étudiants ont des questions à poser. Voilà. Bon, Flavie a des problèmes de connexion, je vois. Il faudra que je la rebriefe. Il y a quelques-uns qui sortent parce qu'ils ont des problèmes de connexion. Est-ce qu'il y a des questions sur ce contexte? Est-ce que vous avez la trouille des défis? Les joueurs. Vous allez voir, hein, c'est vraiment super. Alors, les défis vont être notés. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un défi, on va en voir en gros. Les défis vont être notés, il y en a qui sont impatients. Les défis vont être notés, les jeux vont être notés, les quiz et réponses. Alors Flavie, tu as rejoint, je disais, est-ce qu'il y a des gens qui ont la trouille parce que je sais que tu as des problèmes de connexion, des défis, il y en a beaucoup qui m'ont dit non, nanana, et je disais que les défis allaient être notés, les jeux allaient être notés, la participation en classe quand il y a des réponses intéressantes. Là, je me souviens c'est Johan la dernière fois ou Yanis, je ne sais plus, qui m'a fait des réponses très intéressantes. Yanis, hein, d'accord, qui m'a fait des réponses très intéressantes et donc c'est déjà noté dans ma tête. Je sais que Yanis a gagné un certain nombre de points. Alors j'hésite encore entre 0,5, 0,75 et 1 pour te dire Yanis. Hein, ok, donc ça c'est des points flash. Ça s'appelle chez moi des points flash. Soit on a une pertinence de réponse alors que les autres sèchent un peu, soit on répond comme ça à un truc improvisé. Même le prof ne savait pas qu'il avait posé la question. Ça s'appelle des points flash. Vous avez des points défis et vous avez des points jeux. Je ne vous dis pas le fichier, hein, je vous le montrerai un jour. Celui de l'année dernière, vous avez 50 colonnes. C'est du boulot pour moi, hein, parce que je suis obligé de... Ah, et puis le plus important, les défis sont notés par les étudiants. On va en parler de tout ça. C'est même pas le prof qui corrige et le prof fait confiance en ses étudiants. Parce que je donne des éléments de correction
Et j'estime que les étudiants ont la capacité de corriger leur propre travail. Maintenant, je sais que c'est du boulot, la correction, et qu'en corrigeant, on apprend les choses. Donc, les gens qui corrigent ne sont pas obligés de faire des défis. S'ils font le défi, ils ont double point. Et les gens qui corrigent ont des points. Et je les annonce à l'avance, les points. Et là, moi, je ne remets pas en cause la correction des étudiants, puisque je leur donne des éléments. Ça s'appelle la confiance. Moi, je travaille en confiance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas des gamins, je vous fais confiance en tant qu'adulte. De temps en temps, je regarderai une petite correction ou deux. Les correcteurs m'envoient leurs corrections. Donc, de toute façon, je sais à peu près où je mets les pieds. Et il n'y a pas de raison que je doute de la perception des étudiants. S'ils pensent que ça vaut un demi-point plutôt qu'un point, c'est qu'ils sont bien dans le bain et qu'ils savent que ça vaut un demi-point. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en général, pour chaque défi, je demande à l'avance, soit avant le défi, soit pendant le défi, ça dépend, qui veut corriger. Ça veut dire que je ne laisse pas forcément l'étudiant ou le groupe d'étudiants, en général il y a un ou deux correcteurs en même temps, qui se contactent, qui vont faire la correction. On envoie par email les réponses aux défis pour ceux qui veulent envoyer les réponses. Ce n'est pas obligatoire les défis, mais si vous ne bougez pas de contrôle continu, vous n'allez rien avoir. Rappelez-vous la dia que je vous ai fait voir, un tiers pour le contrôle continu, un tiers pour le projet et un tiers pour l'examen final. Donc profitons de contrôle continu. Si vous dépassez la note de 20 sur 20, ce qui arrive quelquefois, puisque je cumule les points, je ne vais pas vous amputer si vous avez 23 sur 20. Les 3 points se reportent sur la note de projet. Si vous avez déjà 20 sur 20 et qu'il y a les 3 points, ça se reporte sur l'examen. Et après, si vous avez 20 sur 20, plus de 20 sur 20 aux 3, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous avez 20 sur 20, puisque l'administration, elle ne pourra pas me dire, ah ben, tu vas donner les points en biochimie ou tu vas lui donner les points en biocell. Donc, ça fait 20. Vous avez les règles. Moi, je suis transparent, vous savez que je suis cash, j'ai dit la vérité. Et donc, si vous avez des points en plus, bah, tant mieux, ça se cumule sur le reste, dans ma matière. Donc, ça vous explique que ça peut être motivant et même ça peut être addict. Il y a des gens qui sont très addicts de cette histoire. Vous aurez des défis régulièrement, le site web vous les présentera, on expliquera tout ça. Donc, vous allez pouvoir cumuler des points. Le projet, on va les développer ensemble. Je ne vous laisse pas dans la merdasse, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit projet sur une thématique donnée. Imaginez par exemple que vous intéressiez à l'impact d'un polluant sur le bien-être animal, ou je ne sais pas, puis vous ayez des statistiques à faire, déjà descriptives, et puis ensuite analytiques. Faites votre projet sur un recto, un verso, schéma compris, explication comprise. Vous n'écrivez pas en times 5, vous écrivez en times 11, ou en ce que vous voulez, une police tout à fait lisible, avec des marges et tout. Vous apprenez à faire des fiches de synthèse sur vos analyses, et ça, c'est votre projet. Et votre projet pourra être associé à un stage, pourra être associé à des données que vous connaissez, à un truc que vous aimez bien. Impliquez-vous dans quelque chose qui vous serve. Si vous êtes écologue, vous n'allez pas faire de la biochimie. Si vous êtes biochimiste, vous allez plutôt faire du biomédical ou des choses comme ça. Si vous êtes biologiste cellulaire, vous n'allez pas travailler sur du lapin. Vous allez travailler sur vos cellules, etc., etc. Vous voyez, donc essayez de faire quelque chose qui vous tienne à cœur et qui soit dans votre domaine. Il n'y a pas un domaine qui soit meilleur. Nous sommes tous fiers d'être biologistes. Soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de votre choix. Si vous voulez faire du marketing sur des médicaments, ça reste encore dans le domaine. Par contre, si vous me faites de la vente de bagnole, là, je ne vous suis pas. D'accord? Ça n'ira pas. Je vous dis non, faites autre chose. Vous êtes capable de faire ça, faites autre chose. Vous avez pigé? Voilà, bon, comme ça, c'est détendu. On présente les choses d'une façon beaucoup plus détendue que de le faire par un diaporama. Du coup, ma bobine, vous l'avez assez vue. Je vais partager des choses. Et je vais partager l'écran encore une fois. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire le fameux site web de présentation. Donc ça, je reviens en arrière. OK. Je remets mes lunettes. J'augmente un petit peu l'affichage en taille. S'il veut bien. C'est bizarre qu'ils n'agrandissent pas quand je fais ça. Plus. Ah ben voilà, c'est parce qu'il est long à la réponse. Excusez-moi. Il est long à la réponse. Voilà. Donc là, vous êtes toujours dans l'onglet de présentation du L2, c'est-à-dire votre espace à vous. Espace L2, S4. C'est à vous, à personne d'autre, ce truc-là. Vous êtes chez vous.
Donc, vous avez même un forum. Hein. Si vous posez des questions, quand je clique sur forum, hein, vous insérez un sujet. Vous voyez, je clique. Alors, je répète. Hein. Vous avez un forum ici où vous pouvez vous poser des questions entre vous sans passer par le email. Ça a l'avantage d'être collectionnable. Hein. Et puis, le prof peut y répondre si jamais. Forum, hein, c'est votre espace. Insérez un sujet. Par exemple, vous mettez sujet d'essai. Auteur, ben, Pascal. Et là, vous mettez par exemple le message. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce une VD? Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est? Variable dépendante. Alors, je fais poster. Et si j'ai la réponse, vous voyez le titre du sujet, je clique dessus, off, et moi je mets répondre. Auteur, bah, par exemple Pascal, c'est pas très drôle. Et là, je vais mettre, c'est l'abréviation, l'abréviation de variable dépendante ou encore appelée. Donc ça, vous apprenez, hein, variable à expliquer. Voilà. Alors, bien sûr, en statistique, stat inférentiel. Poster, et là, qu'est-ce qu'on a? On a dans le forum la question, la date de la réponse et la réponse. D'accord? On retourne à l'accueil. OK. Et là, on peut revenir dans notre Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai cliqué un peu n'importe quoi. On peut revenir dans notre menu. Hein, donc là, hop, je clique ici et je peux revenir sur le forum et ça reste. D'accord? Vous avez le sujet. Et quand je clique dessus, paf, j'ai la question et la réponse. Ça vous va? Donc c'est fastoche à utiliser. Hein. Vous voyez que c'est pas mal, non? Vous pouvez dialoguer entre vous. Ah, j'ai quelques commentaires. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah voilà, c'est pour vous. Donc je l'ai vidé tout à l'heure parce qu'il y a des petits malins qui me hack mon site. Donc voilà. Et là, vous pouvez, entre vous, vous poser des questions. Moi, j'y fous rarement mon nez, hein, sauf si vous voulez que j'y foute mon nez, c'est votre espace à vous. Hein. Dis donc, tu trouves que le prof, il est génial? Pas trop. Bah, ça vous regarde. Hein, vous pouvez le raconter ici. Non, je plaisante. Je sais que vous n'allez pas le faire là. Mais vous faites ce que vous voulez de ce forum. C'est pour vous que je l'ai créé. Et comme ça, vous pouvez vous entraider sur des notions. Pourquoi pas aussi sur d'autres sujets, hein, je m'en fous. Si vous avez des sujets de biologie et que vous voulez utiliser ce forum, bah, vous utilisez ce forum. Ok, c'est à vous, c'est votre espace. Donc là, vous avez, je remontrerai dans la liste, je mettrai forum juste après, je vous recommande. Hein, pour l'instant, il y a un peu bas. Hein, okay. Le reste, franchement, c'est pas le moment d'en parler et j'ai pas envie de vous noyer avec plein d'onglets. Hein. Donc là, on était là. Vous reconnaissez bien ce que vous aviez à voir aujourd'hui. On en fera le sondage après, c'est pas le moment. Hein. D'accord? Et là, les enregistrements de la séance précédente. Hein, vous vous souvenez? C'est du brut de décoffrage, c'est-à-dire que je ne les ai pas montés, je n'ai pas enlevé les couacs, les E, les A, les vides, les écrans noirs, hein, tout. Et vous avez un support de cours de la séance 1 que vous connaissez bien, puisque c'est celui que j'ai projeté jusqu'à l'endroit où on en était arrivé. Vous vous souvenez qu'à la séance 1, on avait commencé aussi à faire des quiz. Ces quiz seront notés aussi, c'est-à-dire que les gens qui ont des idées géniales, eh ben, on va les récompenser de cette idée géniale. Peut-être que le prof n'y avait pas pensé ou peut-être que la réponse était la bonne, c'est déjà pas mal. C'est pourquoi ceux qui m'ont bien répondu au quiz, comme Yanis et comme, j'espère que c'est Yanis, je ne me suis pas trompé, et comme je ne sais plus qui, une fille aussi qui a bien répondu à une question, va se retrouver crédité de points, c'est normal. Par contre, vous avez vu que personne n'a répondu aux 5 questions, d'accord ? Il y a une personne qui a couillonné le prof avec une base de données que le prof ne connaissait pas. C'est intéressant, ça aussi. Il va peut-être y avoir un 0,25. Je vais revenir dans l'historique du quiz, vous inquiétez pas. Et je retrouverai bien les noms. Donc, vous voyez un petit peu tout ça, hein, d'accord? Alors, après, dans la présentation générale, dans la séance 2, vous allez avoir, donc, si je ne m'abuse, des choses nouvelles donc à votre espace pour
tout à l'heure, donc je vous en parlerai. Donc là, vous allez avoir d'autres sujets, comme par exemple eh bien, les premiers graphiques qu'on va faire, et tout, etc. Le diaporama complet sur l'analyse des données et data science qu'on va commencer à évoquer, et le diaporama rivière qui va nous servir de fil conducteur dans notre travail d'aujourd'hui, dans un de nos travaux d'aujourd'hui. Bien, alors, voilà pour la présentation que je voulais faire de votre espace de travail. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas encore évoqué les défis, hein. J'ai juste saupoudré l'idée des défis. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai expliqué? Ou des commentaires? Parfait, ça marche. Ok, donc tout va bien, c'est bon. Donc on y va. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous et je me suis dit, je vais continuer rapidement ce diaporama. Hein. Vous vous souvenez qu'on a fait un petit tour historique sur la notion de statistique. On a vu aussi les premiers ordinateurs. On a discuté de pas mal de choses sur ces premiers ordinateurs, notamment le fait qu'autrefois, il n'y avait pas d'écran, il y avait des cartes, et puis que ça, c'était la partie mémoire qui était bien inférieure à celle de notre clé USB, et que tout ceci n'était que de la poudre aux yeux, parce qu'il n'y avait pas de vrai écran, il y avait un vrai clavier par contre, mais que tout ceci, eh ben, moi je leur dis chapeau bas les gars, mais aussi je dis chapeau bas les filles, parce que je vous ferai un vidéo spécial femmes dans l'informatique, et notamment là j'ai un point, non j'ai pas un point, c'est trop fastoche, j'ai un demi-point à faire gagner. Donc un demi-point à faire gagner, ça veut dire que je reviens dans mon écran, là je vais le mettre comme ça, et je pose la question à la classe. Vous avez 1 minute pour me répondre. Qu'il fut le film Eagle, oui sûrement. Je me souviens plus Eagle, je me souviens plutôt des femmes de l'ombre. Mais ouais, les figures de l'ombre, ouais, c'est plutôt les figures de l'ombre. C'était pas les femmes de l'ombre plutôt? Enfin, je sais plus, les figures de l'ombre ou les femmes de l'ombre. Et ça, je vous en parlerai. Oui, il était super ce film. À deux titres, hein, parce que c'était des femmes et parce que c'était des femmes noires. Donc, qui eût cru que cette expédition de personnes blanches, hein, Apollo 9, fut entièrement pilotée par une équipe de mathématiciennes noires? C'est pour moi, ce sont des héroïnes. Je prévois d'afficher la photo de leur chef dans ma collection. Oui, mais il faut savoir, Stelina, hein, qui nous dit c'est bizarre qu'il y ait si peu de filles en informatique, en option informatique, en terminale, j'étais la seule fille de ma classe. Oui, mais tu sais, je vais vous raconter tout ça avec un diaporama. C'est les femmes qui ont fait l'algorithmique. Ha 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 ha. Donc justement, voilà. Donc justement, est-ce que vous savez qui a inventé et à peu près à quelle époque le premier logiciel? Vous avez 1 minute. Oui, oui, bravo. Donc il y a déjà 2 demi-points de gagnés. Donc Mathilde et Héloïse, parce que j'ai une tête de poisson rouge parfois, vous m'envoyez un email, j'ai gagné un demi-point. 1842, ou je dirais plutôt 1839. Non, c'est pas 73. Bon, bah, il faut être rapide, hein, d'accord? Mais 1842, c'est pas mal. Hein. En fait, c'était une élève de Baggage qui a inventé le principe de l'ordinateur. Il a mis des années à construire son automate. C'est parti de la machine à calculer de Pascal. En gros, hein, je vous donne les grandes lignes. Et puis, bah, il fallait bien la programmer, cette machine. Et donc, Ada Lovelace, qui était la fille d'un grand poète. Ah oui, mais le principe de l'ordinateur, c'est pas Alan Turing. Alan Turing, lui, il a inventé la bombe, il a fait du décryptage, il a inventé le premier ordinateur fonctionnel. C'est pas pareil, d'accord? C'est pas la robotique. Mais là, on s'en va vers des choses. Je vais pas vous faire un cours d'informatique. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Vous me le rappellerez et je la mettrai sur YouTube. En fait, l'idée, c'est que Ada Lovelace est une femme. Elle ne voulait pas finir comme son père. Vous trouverez qui était le père d'Ada Lovelace. C'est un grand poète britannique. Hein. Peut-être vous le savez. Je regarde. Vous avez 10 secondes. Non, ils ne le savent pas. Donc, et cette personne est morte à 37 ans. C'est dramatique. Hein. Oui, Lord Byron, bien sûr. Vous avez entièrement raison.
Donc, cette personne, elle ne voulait pas finir comme son papa, hein, Byron, qui a été un poète dans tous les sens des choses, c'est-à-dire, c'est une vie un petit peu spéciale, hein, la vie de poète, hein, surtout à cette époque. Et donc, elle s'est intéressée, en plus de la littérature, à tout ce qui était sciences mathématiques et exactes. Elle a rejoint l'école de Babbage. Donc, Babbage, c'est l'inventeur de, on va dire, l'ancêtre de l'informatique, c'est l'inventeur de l'ordinateur. Ordinateur, ça vient de ordre, c'est-à-dire celui auquel on donne des ordres, d'accord? Et donc l'ordinateur est aussi un computer en anglais. Et moi j'aime bien le mot computer parce qu'il compute. Et derrière compute, il y a computation et il y a calcul, d'accord? Oui, t'inquiète pas Léa, c'est bon, je connais le problème. Moi je me suis fixé j'ai changé d'ordinateur parce qu'il surchauffait. En plein live YouTube, moi j'ai eu une coupure comme ça. Je ne sais pas comment j'ai retrouvé mon live, mais j'ai décidé ce jour-là d'arrêter les ordinateurs qui font trop de bruit. Donc j'en ai changé, j'ai un peu cassé ma tirelire, mais du coup j'ai une tour, j'ai plus un machin portable, et puis voilà. Et puis surtout j'ai mis un câble. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est à peu près dans les années 1800, fin du 1830 en gros, et effectivement jusqu'en 1840-42. Et elle invente un décryptage de la ligne d'ordre, parce que je dis ordinateur, ça vient de donner des ordres, hein, c'est la machine à laquelle on donne des ordres, pour pouvoir réaliser des calculs complexes. Et croyez-moi, c'était pas facile à l'époque, hein, déjà le calcul des logarithmes, si ça vous dit quelque chose, ou les premières intégrales. Donc chapeau bas, et chapeau bas à qui? À une femme. Alors sachez-vous que les hommes se sont targués d'inventer les machines, et on a laissé la base œuvre les bases œuvres de la programmation aux femmes. Eh ben, écoutez, honneur aux femmes, puisque effectivement, peu de gens le savent, elles ont continué. Apollo 9, c'est alors. Il n'y a pas qu'Apollo 9, hein, il y a toute la mission Apollo hein, pour les femmes de l'ombre. Mais Apollo 9, c'est une autre femme. On est plutôt dans les années 68, 69, 70 jusqu'à à peu près les années 80, qui a grandement contribué à la programmation informatique et à l'interface homme-machine pour les programmes Apollo. Peu de gens le savent. C'est un petit peu aussi dommage que d'oublier Rosalind Franklin, qui a été la grande oubliée du prix Nobel accordé à cette découverte de la structure de l'ADN en 1953, parce que bon, la pauvre était atteinte d'un cancer et on l'a un petit peu mise de côté. Or, c'était ces clichés, l'excellence de la préparation de ces résultats qui ont permis d'exploiter. Alors, ce n'est pas une structure directe hein, pour l'ADN, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est un cristallographe qui vous parle. Hein. C'est une détermination à partir de clichés, c'est-à-dire une interprétation. On va rechercher l'ensemble des impossibles et on va en déduire le possible en travaillant sur ce qu'on appelle des fonctions de Bessel. Ben, c'est grâce à la grande qualité des clichés de diffraction de Rosalind Franklin que nous avons pu avoir la structure de l'ADN. Donc, honneur aux femmes. Vous savez que je défends l'égalité homme-femme. Alors là, c'est un de mes grands principes depuis que je suis tout jeune, moi. Un petit peu aussi comme mon combat contre le racisme le plus exacerbé. Je déteste, je crache dessus. Et donc, il faut remettre les choses en ordre parce qu'il y a trop de clichés qui sont mis sur la prépondérance des hommes ou des hommes blancs. Voilà, Grace Hopper, tout à fait. Merci. Et celle-ci, pour moi, c'est aussi une héroïne. Enfin, je voudrais dire que, à travers ça, donc cette histoire, vous avez tout un pan de l'informatique qui va être, on va dire, à réviser. Je vous expliquerai l'histoire des langages, mais ne tombez pas dans le panneau. Je vous l'ai dit la dernière fois à l'occasion de l'affichage de cette dia. Derrière Univac, il y a Unix. Et l'Unix, c'est 90% du langage de Linux. Donc Unix, c'est 1951. On programmait déjà en 1951 des choses très complexes comme on les programme maintenant. On manipulait des fichiers, on les ouvrait, on les fermait, on allait rajouter des lignes, on faisait des compléments de fichiers, on les détruisait, on les réactivait, on changeait les noms, etc. Bref, on savait faire des tas de choses, instruction par instruction. Alors, effectivement, Linux a repris le langage Unix
en 1990. Et dites donc, 90, c'est pas d'aujourd'hui, hein, cette histoire, hein, ça a plus de 30 ans maintenant. Et donc, tout ce qu'on croit hyper moderne suit son histoire. Et croyez-moi, sans Ada Lovelace, nous en serions où? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même des esprits brillants, aussi brillants que peuvent l'être des Einstein ou d'autres personnes qui ont contribué, par exemple, à l'aventure de la biologie ou à l'aventure de l'espace. Donc voilà, je remets les choses en place. Et chaque fois que c'est possible, je le remettrai. Maintenant, vous avez... Alors, les gens qui ont gagné des demi-points, là, vous me le rappelez par email, hein, parce que je vais le mettre sur mon fichier. Maintenant, vous avez 30 secondes, parce que c'est trop facile avec Internet, pour me dire d'où vient le mot algorithme. Il vous reste 20 secondes. Oui, tout à fait, tu as gagné. C'est donc la contribution de la culture arabe à notre connaissance scientifique. Ça me fait rebondir sur quelque chose de très important. Au Moyen Âge, déjà en Antiquité, dès l'Antiquité, vous savez que nous perdons une grande base de données qui était la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie était composée de textes publiés en grec. Le grec est la langue de science et d'expression universelle. Pour vous donner une idée, les évangiles ont été écrits en grec, hein, pour une idée de l'époque. Hein. Donc ça a été effectivement la langue qui a été celle qui a été le plus véhiculée pour tout ce qui était manuscrit à l'époque. C'était des papyrus. Donc des rouleaux de papyrus par quantité ont disparu. Mais heureusement, le monde entier se déplaçait, on va dire, à la bibliothèque d'Alexandrie, et il y a eu un grand intérêt dans le monde musulman du haut Moyen-Âge, on est à peu près entre le 5e et le 11e siècle, on va dire, et la langue scientifique d'excellence est devenue l'arabe, parce qu'ils avaient traduit tous les textes grecs en arabe et tous les traités de scientifiques, d'astronomie, de trigonométrie, de mathématiques, de philosophie, et donc toute personne cultivée se devait d'aller apprendre les choses dans les territoires que constituaient par exemple tous les territoires arabes actuels et parler arabe. Sinon, il passait à côté de quelque chose. Donc, grâce à la traduction des textes les plus précieux qu'on puisse trouver dans l'Antiquité par les Arabes, nous avons levé l'obscurantisme du Moyen-Âge et Al-Khwarizmi, excusez-moi pour la prononciation, je crois que c'est Khwarizmi, puisque le K se prononce Re, je crois, eh bien, nous avons eu une extension des connaissances et la programmation, les premiers, on va dire, les premiers prémices de ce qu'on appelait l'algorithme grâce au traité écrit par ce grand savant arabe. Donc vous voyez, c'est une contribution internationale. N'oublions pas non plus la contribution des Chinois et des Indiens à notre monde numérique. Ne pensons pas trop occidental, c'est une vision un petit peu déformée. Donc vous voyez, c'est une aventure universelle, les chiffres, c'est une aventure universelle, les datas, et nous le devons à plein de gens qui sont éparpillés dans le monde dit, on va dire, érudit de l'époque, qui était pas seulement centré sur le monde romain, comme on pourrait l'imaginer, ou cette France, cette Europe qui, en ce moment, est de plus en plus diluée dans l'ensemble du monde, on va dire. Et c'était déjà l'époque. Donc, chaque groupe de personnes a sa contribution, et vous auriez été bien étonné de savoir que la langue internationale a changé. C'était pas du tout le latin, c'était d'abord le grec, ce fut d'abord l'hébreu, ensuite le grec, et ensuite l'arabe, avant d'être le latin, par la force des choses, mais bien plus tard, beaucoup plus tard. Vous voyez, donc retrouver aussi l'harmonie de ce qui s'est passé dans la ville de Grenade, à une époque où toutes les religions cohabitaient en bonne intelligence juste avant la Reconquista, ça nous donne une sacrée leçon sur l'humanisme et l'importance du partage des connaissances et de l'amitié entre peuples pour pouvoir faire avancer les choses. Fin de la parenthèse, mais c'est très important de savoir replacer les choses. Donc je vous demande de vous souvenir du nom de Al. Alors je crois que c'est Khwarizmi,
Warisme, puisque je crois que le K se prononce R. Si les gens pouvaient m'aider à ça, et donc ça a donné algorithme, forcément. Voilà, donc un demi-point pour Yanis, qui cumule les points, décidément. Que voulais-je dire d'autre? Maintenant que les petits jeux sont engagés, ça c'est des mini-jeux, c'est ce qu'on appelle les réponses flash, nous allons continuer notre aventure jusqu'à finir ce diaporama, puis nous aurons une pause à laquelle nous ferons suivre des éléments là plus techniques. Accrochez-vous, hein, ce que je vais vous raconter, ça va rentrer dans les stats pures, on va quitter les généralités. Bien. Donc on a vu en gros ce que c'était qu'une base de données, non seulement les données qui sont contenues, le fait qu'on les structure, parce que moi je suis très base de données structurée, même s'il existe des bases de données, on va dire, d'informations non structurées, c'est-à-dire le non SGBDR, hein, c'est comme ça. C'est aussi le support de cette information, c'est aussi l'endroit où on la stocke, c'est aussi, et je vous ai dit, toute l'importance de l'endroit où on la stocke, parce que c'est stratégique. Revoyez le film si vous l'avez oublié. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir, le fameux SGBDR, qui est l'acronyme du pilote, du logiciel Access, par exemple, qui pilote la base de données. Vous allez faire un tour dans l'onglet base de données de mon site pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, qui est l'acronyme de système de gestion de base de données relationnelle. D'accord? Et puis, je pense que vous avez compris que cet ensemble est un petit peu flou, hein, qu'il demande quand même une petite précision. Alors, nous allons utiliser des bases de données qui ne sont pas forcément d'un volume important. Une base de données, ce n'est pas une notion de volume, c'est une histoire de formatage des données. Alors, nous verrons ce qu'on appelle un enregistrement, c'est important, et ce qu'on appelle un champ dans un fichier Excel, puisqu'un fichier Excel, c'est une base de données de facto, et nous appellerons ça un dataset ou un ensemble de données, ou notre fichier de données, d'accord? Fichier de données, dataset, ensemble de données, ou données sources, d'accord? Et ça, nous allons l'utiliser typiquement dans Excel, comme fichier de départ, sachant que je vous expliquerai que les fichiers universels sont des fichiers ASCII. Nous verrons dans le codage des données, le fichier ASCII, c'est un fichier texte uniquement créé avec des caractères latins non accentués. Voilà pourquoi les Anglais détestent les accents, et voilà pourquoi nos fichiers, quand ils ont des accents, sont traités de tous les noms par nos systèmes d'exploitation. Voilà pourquoi on va apprendre aussi à désaccentuiser nos données, nos noms de variables, et tout, etc. Pas le contenu c'est autre chose. Le contenu, c'est du contenu, il a le droit de ce qu'il veut. D'accord ? Bon, alors j'avais fait une définition du big data, je vais passer en plein écran. Donc, rappelez-vous que le big data se conçoit lorsque les données sont en quantité faramineuse, qu'on ne peut pas vraiment concevoir comme exploitable traditionnellement, ni par nos logiciels actuels, enfin courants, ni par l'humain en lui seul, ni même par une équipe. Hein. Il faut vraiment avoir des gros serveurs et on travaille sur des masses de données qui sont beaucoup trop importantes pour pouvoir en avoir une visualisation concrète. Seuls des spécialistes peuvent imaginer ce que c'est. Je vous ferai une petite digression sur la représentation d'un nombre infini avec quelque chose de simple. Vous allez voir, ça va vous impressionner. Et quand je vais vous dire ce que représente ce nombre, vous allez être encore plus impressionné. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Donc, vous savez qu'il y a des synonymes françaises, on en a parlé. Bon, d'accord, on en était resté là. Et je vous avais fait surtout remarquer que le big data ne pouvait être accessible que via le réseau, grâce à un système de serveurs, parce qu'on ne peut pas vraiment le stocker. Et s'il est accessible en réseau, il est accessible de façon furtive, puisque je vous ai dit que nous ne pouvions analyser que 3 minutes du flux Internet. On est incapable de stocker plus de 3 minutes du flux Internet, et encore, dès qu'on l'a analysé, il faut passer aux 3 minutes suivantes. Et il nous faut 3 ans pour analyser les 3 minutes. Ça devient très compliqué. Et l'année prochaine, quand je ferai cours, je dirai que nous ne pouvons analyser que 2 minutes du flux Internet, parce que les choses se sont aggravées en masse de données, se sont aggravées, entre guillemets,
en précision des données, donc il faudra plus d'ordinateurs pour travailler sur le même chiffre, étant donné que le chiffre ou le nombre ou la figure en anglais sera avec plus de précision. Je ne vous fais pas une histoire de big data, j'ai pas le temps. Vous pouvez regarder ça soit dans les vidéos que j'ai proposées, soit parce que je vais vous donner des petites vidéos d'accompagnement que je n'aurais pas forcément réalisées, mais qui sont faites par des gens excellents. Je ne peux pas être universel, hein, sinon j'ouvre une chaîne de télé, moi tout seul. Hein. Et donc l'idée, c'est que cette historique s'est faite progressivement et nous avions déjà commencé à parler, je crois que nous avons fait un quiz quelque part, nous avions déjà commencé à parler des premières bases de données en biologie. Et nous avons cité la biologie comme un très gros pourvoyeur de données. Bon, alors ce que je voulais vous parler, ce dont je voulais vous parler, c'est rapidement de la notion de 5V. Big Data, c'est 5V. Alors, je vous ai mis ce petit tableau histoire de vous amuser, sachant que personnellement, moi, hein, je ne peux pas aller au-delà du téraoctet pour savoir ce que ça veut dire, puisque moi, je n'utilise pas le pétaoctet, ni l'hexaoctet, ni le zeta, ni l'iota. Mais je sais qu'à partir de là, on est dans la production mensuelle de données dans le monde. C'est-à-dire un iota-octet, vous avez vu, hein, ça c'est un disque dur, on grimpe en puissance de 10, et là on est dans la production mensuelle dans le monde, un iota-octet. Actuellement, en 2021, ça aurait peut-être été la production annuelle en 2017. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va très 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 vite. Hein. Là on est mensuel. Donc ça veut dire que moi, pour moi, je peux associer ce nombre. Là, j'ai du mal à voir ce que ça représente parce que j'ai des disques durs qui font, excusez-moi, j'étais là, téraoctets. J'ai des disques durs qui font quelques téraoctets. Le plus lourd que j'ai, parce que, excusez-moi, j'ai faibles moyens, moi, il doit faire 4 téraoctets. Alors vous avez sûrement ça aussi, ça vaut déjà bonbon, hein, cette chose-là, ça vaut plusieurs dizaines d'euros. Donc, nos données sont multidimensionnelles. Alors j'ai dit tridimensionnelles, je dirais 5 quintadimensionnelles. Alors déjà, au-delà de 3D, on ne voit pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire 5 dimensions? On va s'habituer à cette notion de dimension parce que nous, on va manipuler plusieurs variables qui vont être autant de dimensions pour représenter l'individu. Mais là, revenons à l'histoire du big data. Eh bien, on parle des 5 V. Avant, on parlait des 3 V. Les 3 V étant le volume, très gros volume, la vélocité, c'est-à-dire que les données sont furtives, elles vont très vite, il y a un flux à considérer, et donc elles doivent être traitées en temps réel. Vélocité, temps réel. On ne peut pas les accumuler, c'est impossible. Et quand on les traite en temps réel, on va avoir un résumé. Donc on va avoir des paramètres qui vont nous représenter le temps réel d'un flux Internet sur un domaine donné. Parce que le but du jeu, ce n'est pas d'exploiter tout l'Internet, mais d'une grosse partie des données qui concernent, bien sûr, un topic ou un sujet. Par exemple, en génomique, par exemple en environnement, par exemple en vue satellitaire de la pollution d'une partie de la Terre ou du pôle Sud, par exemple. Et puis donc, à part le volume, la vélocité, on se souvient qu'il y a une très grande variété des types de données impliqués, y compris des types qui n'ont pas d'entité reliable. Comment on peut représenter une image? D'ailleurs, je vous donnerai en défi des travaux sur des images. Les images, voilà, il faudra me répondre qu'est-ce que ça va représenter. Pas mal ça. Hein. Ensuite, on a la véracité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez entendu parler des fake news. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé hier aussi. Je ne vous fais pas de commentaires. Donc, les données ne sont exploitables que si elles sont vraies. Sinon, on arrive à n'importe quoi. Okay, on n'est pas en science pour traiter des choses fausses. Donc, la véracité des données est importante dans le big data. Et enfin, vos données ont de la valeur. Et il faut leur faire acquérir de la valeur. Parce que tout ceci, c'est de l'or blanc. Tout ceci va vous rapporter eh bien, votre pitance ou votre salaire ou votre fortune. Et vous pouvez avoir toujours à considérer volume, vélocité, variété, véracité et valorisation dans votre travail en biologie. C'est très important. Vous allez aller de plus en plus ce qu'on appelle les smart data ou les data à volume réduit vers les big data ou les data à haut débit dans votre travail. Je vous donne un exemple de haut débit. Par exemple, lorsque vous voulez tester au hasard l'effet d'une molécule sur une lignée cellulaire, histoire de voir si vous voulez
lutter contre le cancer, ou si vous voulez trouver un candidat médicament pour essayer de travailler sur un des mécanismes réactionnels qui vous intéresse, ou sur une voie métabolique, ça c'est très moderne, la voie métabolique, eh bien vous allez faire du haut débit, c'est-à-dire que vous allez utiliser des plateformes qui vont screener des millions d'échantillons de molécules et qui vont ensemencer sur des petits volumes ou des gros volumes eh bien, des lignées cellulaires. Et puis vous allez voir là où il y a une réactivité faite grâce soit à un colorant, soit un adjuvant, soit à un artefact, soit à une viabilité cellulaire qui peut être vérifiée d'une façon ou d'une autre, soit une DO, n'importe quoi. En tout cas, vous avez ici le haut débit. C'est votre travail de biologiste de maintenant. Le haut débit s'intégrera de plus en plus. On verra dans quel domaine aussi, pour les écologues qui ont encore des doutes, ou pour les gens qui travaillent en biochimie, qui ont encore des doutes, ou en biomédical. Vous pensez bien que le vaccin qui a été développé par Pfizer n'a pas été fait sans passer par une phase de haut débit, forcément, ou même dans son historique. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le Covid, que la Covid-19. Il y a aussi d'autres saloperies comme le Zika, comme Ebola, comme tout ce que peut se renforcer les vecteurs comme les moustiques tigres et qui sont à notre porte et qui frappent. Donc le haut débit veut dire que décidément les 5V vont entrer dans notre monde de biologistes. Alors, je ne vous parle pas de ça, vous essaierez de faire une enquête sur ce que c'est qu'un zeta-octet. On est ici en 10 puissance 21, donc là, vous voyez, en 2020, on était à 20 zeta-octets, donc déjà 10 zeta-octets, on s'approche vers une puissance de 10 supplémentaire, mais en fait, on va de plus en plus vers... alors, je me suis trompé tout à l'heure en parlant de iota-octet, c'était zeta-octet que je voulais dire. On va de plus en plus vers une dimension supplémentaire, une puissance de 1000, une puissance de 10 supplémentaire par pas de 1000. Vous voyez, on progresse par pas de 1000 ici, hein, on multiplie par 1000 à chaque fois, et ça devient dément. On ne sait pas ce que ça veut dire. Si je vous sors ça, environ 20 zeta-octets en 2020, qu'est-ce qu'on en a à faire? On ne sait pas ce que ça représente. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, on sature de plus en plus, et on a intérêt à trouver, parce que la loi Moore, celle qui spécifie cette loi, que le nombre de composants augmente dans un circuit électronique pour la même surface et il est 2 fois plus performant, eh bien, commence à trouver une limite parce que les composants étant tellement rapprochés qu'ils vont interférer entre eux et il y a des courants et des interactions qui vont se faire, notamment électromagnétiques, qui vont empêcher le circuit de fonctionner. Donc on est là à trouver une solution plutôt vers les ordinateurs quantiques et non pas vers le 0,1. Et là où on s'avance, je n'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste du quantique. J'avais proposé à un de mes amis qui a fait un stage aux États-Unis sur les ordinateurs quantiques de venir vous parler des ordinateurs quantiques. Mais là, pas de bol, on est en confinement. Donc j'avais tout préparé et puis pouf, j'ai dit à mon ami, ce sera pour une autre année. Bien, j'ai parlé de la vélocité, vous pourrez revoir ce transparent, j'ai parlé de la variété. Faites très attention, vous n'allez pas travailler sur des choses forcément classiques en biologie. Vous allez avoir de plus en plus de données en interaction avec des bases de données. Ceux qui pensaient qu'un jour ils allaient travailler en cellulaire en s'affranchissant de l'aspect structural se trompent. Ceux qui faisaient l'aspect structural en oubliant dans quoi était intégrée la molécule ou la protéine sur laquelle ils travaillaient se trompent. Tout est en interaction. D'où la notion de statistique multivariée, d'où la notion d'association d'informations, d'où la notion de variables dépendantes, dépendant de variables explicatives. Bon, on a déjà parlé de ça. Sachez qu'en biologie, les approches massives ont eu toute leur progression. Tous les termes en omique, il n'y a pas que la génomique, vont utiliser du big data, l'environnement bien sûr avec les images satellitaires, l'épidémiologie avec cette surveillance dans le monde entier. Vous imaginez ce que ça peut donner comme calcul. Donc là, on a 2 pans d'épidémiologie, celle qui travaille sur des échantillons fiables et l'autre qui travaille sur le big data. Ce sont 2 pans qui ne sont pas opposés, mais qui sont complémentaires. On ne peut pas se passer de l'une et de l'autre. N'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on travaille sur du big data qu'on ne peut pas revenir à du smart data. On ne va pas faire des essais de phase 3 sur des millions de personnes. C'est impossible. Donc on restera sur des essais de phase 3 de quelques dizaines de milliers de personnes.
Alors, le Big Brain, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tapez Big Brain sur Internet, ça va vous révéler eh bien, des vocations. Et donc, vous avez un projet des années 2020, hein, je crois qu'il a commencé en 2018, ce projet pour faire dans les années 2020, de plusieurs milliards de dollars qui sont consacrés à mieux connaître le cerveau et dans tous ces domaines et les neurosciences. Donc, ceux qui sont très intéressés par les neurosciences, allez faire un tour sur Big Brain. Ça pourrait être intéressant. J'ai déjà parlé du Doric Design, j'y reviens pas. La physique, j'en ai parlé. La gestion du temps réel, c'est très important. Si vous êtes en temps réel, ben, chaque seconde, chaque milliseconde, chaque portion d'unité de temps, vous allez avoir un flux de données qui est conséquent. Les banques, je ne vous fais pas de détails. Les réseaux sociaux, je ne vous fais pas de détails. Tout ce qu'on appelle les GAFAM, avec le M de Microsoft à la fin, eh bien, sont vraiment les plus gros contributeurs, les plus gros consommateurs de ce qu'on appelle les data et du big data, puisqu'il faut plusieurs centrales nucléaires rien que pour Google et plusieurs lacs de refroidissement rien que pour Google. Ne parlons pas des autres, Facebook, Twitter. Alors Facebook et Google sont à égalité maintenant. Je me demande même si Facebook n'a pas dépassé Google en termes de consommation d'énergie. Les assurances, pourquoi les assurances? Parce qu'on va chercher 10 000 informations sur un individu pour proposer le contrat d'assurance le plus adapté. Et elles sont en train d'acheter aux hôpitaux américains les dossiers médicaux de tous les clients de ces hôpitaux. Vous avez bien entendu, j'ai appelé ça client, alors que nous sommes plutôt des patients. Nous avons là deux visions de notre monde qui sont faits sur deux aspects différents socio-économiques. Donc faites attention aussi à ça, le big data n'a pas forcément une dimension uniforme en fonction de ce qu'on y recherche. Bon, alors la data science dans ce cadre-là, eh bien, c'est la discipline qui vise à produire, à extraire des connaissances à partir d'un ensemble de données qu'on a mesurées, observées, accumulées, et qui s'appuie sur un tas d'outils. Vous avez vu la vidéo, et donc l'idée, c'est de faire parler les données et de les valoriser. C'est ça les data science. D'avoir en disant ah oui, moi je suis informaticien, spécialiste des bases de données, je suis data scientist. Ouais, on va dire que tu fais partie d'une composante des data science. Ah oui, mais moi je suis statisticien, je suis spécialiste de l'analyse des données, vous êtes des nuls en stats, c'est moi le data scientist. Ouais, bon, on va dire que tu fais toi aussi partie d'une composante des data sciences. En fait, les data sciences, c'est une énorme usine à gaz. On va parler plutôt d'une philosophie, d'une démarche plutôt qu'une discipline. Elle rassemble plusieurs disciplines et ces disciplines mises bout à bout, je vous les fais voir dans la vidéo, je ne vais pas le répéter, sont là pour produire des connaissances, d'accord, à partir des datas. Et il y a différentes façons de produire des connaissances. C'est ça dont je voudrais vous faire état. Et c'est vrai que l'analyse statistique est un gros morceau dans cette production de connaissances, mais elle a besoin des bases de données, elle a besoin des mathématiciens, elle a besoin des informaticiens, elle a besoin de tout ce qui va être sciences numériques et notamment de visualisation et de communication pour pouvoir exister. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Vous voyez, les data sciences, derrière data se cachent tellement de choses qu'on peut faire avec les data et même des choses qu'on n'a pas encore inventées. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour finir. On finira ça un autre jour parce qu'il faut penser à notre petit break et je vais continuer sur quelque chose de complètement différent. Je finirai en troisième séance ce diaporama. Il faut du temps pour découvrir les choses, je suis désolé. N'oubliez pas que vous retrouverez dès ce soir tous ces fichiers sur votre site ENT, le fameux espace L2 S4, et vous retrouverez ça dans C2, comme j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire vous le retrouvez avec le diaporama complet sur l'analyse des données et des data sciences en séance 2 qui portera le nom. Ça y est, c'est parti, une petite initiation aux data sciences. Donc voilà. Donc je vous laisse profiter de votre pause. Pardon, j'ai encore fait une bêtise dans l'organisation des données. Je vous laisse profiter de votre pause et on se retrouve dans 12 minutes, ok? Ça marche? Très bien. Alors je vais
arrêter la vidéo, ce qui fait que ça sera la première vidéo d'une série de 2, comme d'habitude, et vous la retrouvez sur le site web dès ce soir. D'accord? Donc, je clique sur arrêt de la vidéo.